Tu disais que si tu battais Lendl, Mmh. t'achetais une Countach. Ouais. Et je le bats en 3-7. Donc c'était un truc de fou. Et mon rêve, c'était d'avoir la Shadow 2, le cigare, fumer le cigare, et on remonte les champs, mais doucement, tu vois. J'arrive, je vois la voiture, j'ouvre la porte, elle me fait « Je vais pas monter dans cette merde ». Voilà, le rêve était gâché. Et là maintenant, à titre perso, est-ce que tu continues de t'acheter des voitures un peu dans tous les sens ou... Non, alors les voitures partent avec le divorce. avec le divorce, ouais. Pause. Il faut que je t'explique. Autosphère, c'est le partenaire de notre émission pour qu'on puisse se concentrer à fond sur la réalisation de nouveaux épisodes de dingue. Et si je te dis qu'il y a de fortes chances que tu aies une concession à moins de 30 minutes de chez toi. Autosphère, c'est le distributeur qui vend le plus de voitures en France, avec 250 concessions de Dacia à Maserati réparties sur l'ensemble du territoire. Rien de plus simple si tu souhaites acheter, vendre ou entretenir ta voiture. Il t'accompagne et te conseille pour tout ce qui concerne ta voiture, que tu achètes une voiture neuve, d'occasion, avec un financement ou en reprenant ton véhicule actuel, et même pour son entretien. Alors fonce sur leur site pour découvrir l'ensemble de leurs services et leur stock de véhicules, tu trouveras forcément la voiture qui te correspond. Si tu cherches la voiture qui te fera vivre autant d'histoires et d'émotions que celle de mes invités, direction Autosphère. Dans ma boîte à gants. Salut Henri, Bonjour, je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. merci. On se retrouve ici chez V2V Sport, donc le garage de ton ami Eric qui est juste derrière, que je vois avec Laure, sa fille. On a la chance d'être accueillis dans un cadre exceptionnel. Il y a des belles autos. Ah hein. bah, il y a des très belles autos. Une Mosler, j'en avais pas vu depuis très longtemps. Donc Ouais. c'est une arme de guerre, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, et puis la petite TVR là. La petite TVR, on va en prendre des photos pour montrer ça à tout le monde. Elle est pas dans le champ, mais elle est splendide. Puis t'as roulé dessus. Moi j'ai roulé dessus. Et je peux te dire que la petite TVR là, faut être gentil avec elle. Donc Juste les amis, si vous voulez des invités comme Sébastien Loeb ou encore, je sais pas, je vous donne un autre pilote, peut-être Charles Leclerc, pensez à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche, c'est vachement important, c'est comme ça qu'on peut convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Henri, c'est un épisode qui est filmé mais aussi qui est en version audio, oui. donc est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Alors bonjour, je m'appelle Henri Lecomte, ancien numéro 5 mondial de tennis. J'ai gagné la Coupe Davis en 91, gagné en double avec Yannick Noah à Roland-Garros, et surtout fan de sport auto depuis que je suis dans mon berceau. Voilà. Mais justement, en fait, cette passion, comment elle est née? Dans quel contexte tu grandis? Est-ce que tu as une famille qui est fan d'auto, de sport auto? Ou tu as créé cette passion un peu tout seul? Comment ça s'est passé? Non, c'est plutôt du côté de mon père. Mon père qui est toujours là, à 92 ans, toujours passionné de voiture. C'est marrant, c'est amusant. Il voyage beaucoup. Ça a toujours été, bien sûr, Citroën. Donc, on a toujours... on est parti en vacances, que ce soit avec les DS 5, Super 5, CX. On est vraiment resté. Son père était en GS. Et lui, c'était vraiment l'automobile. C'était quelque chose de très important. Ma mère, un petit peu, mais c'était surtout mon père. Il y travaillait ou juste... Oui, il était ingénieur dans la sidérurgie et il voyageait beaucoup. Donc, il allait dans toute la France. Donc, c'était pour lui son bureau, comme il est le mien aujourd'hui, tu vois. Donc, on continue dans la famille. Est-ce que tu fais plus de 70 000 km par an? Ouais, je fais 70 tu roules 000. beaucoup, ouais. Moi, je suis un gros rouleur, moi. Donc, c'est pour ça que j'ai un bon contrat maintenant. Donc, je permets de pouvoir changer pas mal de véhicules. Mais ça m'a vraiment... et je me sens bien dans la voiture. Ça me permet de pouvoir réfléchir, tu vois, de pouvoir aussi organiser mon agenda, de pouvoir me recentrer. Et il est vrai que là, on a une période assez compliquée avec le Covid de 2 ans. La voiture, en fin de compte, elle m'a bien sauvé pour plein de choses, pour pouvoir se déplacer. Mais voilà, moi, j'adore conduire. D'ailleurs, ce que dit ma mère et mon père, surtout ma mère, elle me dit « Henri, il a un moteur dans le ventre ». Depuis que t'es tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'étais fou des bagnoles. J'avais des voitures, les Matchbox, tu vois, t'imagines, les voitures les plus incroyables. Moi, je voulais vraiment les avoir. Après, j'ai construit les petits circuits, tu sais, il y avait le Scalistrix. Donc là, t'étais pas jeune, toi, d'accord. Il y avait aussi... Je t'ai pas né, ouais, ça c'est clair. Ça t'étais pas jeune, t'étais pas né. Ça, c'est clair. Et et on avait aussi, on pouvait faire les loopings, tout ça. Donc, c'était le tout début. Et donc, c'était... un moment, et puis la voiture a toujours été importante pour moi.
C'est quoi un peu tes premiers souvenirs d'enfance? Je crois que tu me racontais que vous passiez vos vacances à Coulommiers, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, mes parents avaient une maison de campagne à Coulommiers, et puis on y allait tout le temps, parce que on aimait passer du temps à la campagne et tout. Donc, moi, je construisais à chaque fois, ou avec mon frère, on faisait des carrioles. On le tractait avec un vélo, et puis après, il y avait une descente, donc on faisait les fous. Un peu ce qu'on peut voir un peu dans les films aujourd'hui, quand on est dans les années 70-80 ou années 60. On n'avait pas grand-chose, mais au moins, on bricolait. C'est toujours quelque chose d'important. Moi, je bricolais aussi mes vélos. Ça, c'est aussi une chose que je t'ai pas dit, mais les vélos, pour moi, étaient importants. Donc, j'avais une petite roue à l'arrière, une grande roue à l'avant, ou le contraire. Comme ça faisait un peu chopper, tu sais. Donc, t'arrivais, tu montais. Après, je montais énormément de choses dessus. Je mettais des lumières. Mais lorsque tu mets énormément de lumière, il faut beaucoup de dynamo. Donc, si tu mets trop de dynamo, tu peux plus avancer. Ou alors, tu as les cuisses d'Alberto Tomba pour pouvoir faire avancer ton vélo. Mais on essayait plein de trucs. Donc, bricoleur. Et c'était pour nous et pour moi quelque chose de... Voilà, ça me vidait la tête. Je crois que ton père aussi avait un petit jeu avec les dodanes. Ah ouais. Bah, tu parles quand tu roules dans une Citroën, une CX ou une DS. Bah, quand tu prends les dodanes, ça te fait toujours hop, un petit haut au cœur. Tu sais, tu avais l'impression d'être dans un... Comment ça s'appelle? D'être à la fête foraine. Donc je disais, papa, vas-y, reprends vite. Puis ça, c'était toujours sympa. Mais il est vrai, je reconnais que pour certaines personnes, être à l'arrière d'une DS, il y en a qui sont un peu malades parce que c'est... D'ailleurs, en ce moment, j'en ai une, j'ai une C5X, Qui, oui, la la dernière, descendante, clairement. la descendante. Et quand tu le mets en mode confort sur l'autoroute, tu es dans un tapis volant. Ça fait comme ça. Tu vois? Faut pas trop... voilà, faut être gentil. Parce que sinon... Faut pas être trop sorti la veille, quoi. Oui. Donc tu peux déposer... oui, c'est embêtant. Mais t'as une passion évidemment pour l'auto, mais aussi pour le tennis. Dès ton plus jeune âge, tu me disais que tu dormais avec ta raquette déjà à ce moment-là. Bah, la passion du sport a toujours été importante pour moi et ça a sauvé ma vie et c'est toujours ma passion. J'allais à l'école avec ma raquette, j'allais à l'école avec les balles. Ma mère donnait des cours de tennis. Elle avait les balles dans des barils persil, il faut le savoir, parce qu'on n'avait pas de panier à l'époque. Nous, on avait des raquettes en bois. Et raquettes en bois, donc je ne pouvais pas amener ma raquette à l'école, mais j'amenais des balles de tennis et je jouais comme ça contre le mur. Le proviseur de l'école, lycée Pierre Bourcelette au Péreux, m'autorisait de venir avec une balle. Donc on jouait au foot, au truc. Mais après, au bout d'un moment, ça a été un peu compliqué. Je vais t'expliquer, c'est que le proviseur m'a convoqué parce qu'il me dit, écoute Henri, on a un énorme problème. C'est que quand il pleut, les gouttières, elles sont bouchées. Je dis, ah bon, mais c'est pas de ma faute, moi. C'est parce que c'est le diamètre parfait des balles. Donc à chaque fois, il fait venir quelqu'un, et donc il y avait énormément de balles. Il me dit, maintenant Henri, on arrête, tu peux plus venir à l'école avec une balle, parce que là, on n'en peut plus, évidemment. L'eau, ça passait dans tous les coins. Donc voilà un petit peu le problème que j'ai pu avoir quand je me retrouvais à l'école. Et comment ça évolue un peu pour le tennis pour toi? Très vite, tu arrives à un très bon niveau, tu pars en sport-études, comment ça se passe? Bah, ça se passe, c'est que j'ai la chance d'avoir 2 sœurs qui jouent très bien au tennis. Moi, je suis le dernier de la famille, on est 4 enfants. Hein. J'ai un frère et 2 sœurs. Mes 2 sœurs sont championnes de France cadettes, et minimes et cadettes. Moi, je suis derrière. Et puis, au bout d'un certain moment, j'ai mon professeur principal, je ne me souviens plus de son nom, de cette charmante dame. Elle convoque mes parents, elle dit, écoutez, votre fils, on n'en peut plus, là, c'est très simple. Quand il y a des rédactions, parce que c'est des rédactions encore à l'époque, dans les années 70, on lui fait sujet libre, il nous parle du tennis, c'est magnifique, et après, le reste, il pense que tennis. Donc, le mieux, ça serait de le mettre dans un sport-études. Et à ce moment-là, il y a le sport-études qui arrive, le premier sport-études en France, qui est à l'INSEP, à l'Institut national des sports à côté de Vincennes, où moi, j'habite le Péreux, Joinville, c'est juste à côté, c'est genre à 20 minutes. Et je pars faire le sport-études avec ma sœur, Frédéric, qui était aussi au sport-études. Et voilà, on commence. J'ai eu la chance de pouvoir faire de bons résultats. La fédération m'a pris sous son aile, m'a aidé. Et puis, de fil en aiguille, après, bon, il y a eu des rebondissements. Hein. Ça, on en saura un peu plus tard. Donc là, tu as une quinzaine d'années, quelque chose comme ça? J'ai 13 ans. 13 ans. 13 ans. À 14 ans, j'arrête mes études. Je me consacre complètement à ça. Ce qui était assez logique à l'époque, ou c'était très jeune déjà pour l'époque? Non, c'était très jeune. Il faut avoir l'autorisation aussi, parce que tu ne peux pas arrêter tes études comme ça. Mes parents voyaient très bien que j'étais passionné de tennis, donc ils se sont dit bon, allez, on va prendre le risque qu'il aille complètement sur le tennis. Et puis ça a bien fonctionné. Mais pour d'autres, c'était plus compliqué. Hein. Puis ce qui est assez amusant, c'est que l'automobile n'a pas pour autant disparu. Parce que tu me racontais que, par exemple, que le tournoi de Douai, je crois, tu as 17 ans. C'est une très belle histoire, ça. Quelques années plus tard.
Alors, j'ai 17 ans, je fais le tournoi satellite. Il faut gagner, pour faire des points ATP, faut jouer les 5 tournois et être le plus performant possible. Donc, Donc là, tu as déjà un niveau international? j'ai déjà un niveau international, oui, parce que j'ai déjà eu les minimes cadets juniors. C'est l'année où je gagne les juniors à Roland-Garros et je pars directement sur le circuit masculin. Avec les requins, quoi. Là, tout d'un coup, tu passes dans une autre catégorie. Donc, c'est comme dans l'autobus, t'es karting, et puis maintenant, tu passes, tu passes en Formule, à l'époque Formule Renault, après Formule 2, Formule 3, Formule 2, Formule 1, c'est toutes les étapes. Et là, tu te retrouves dans le grand bain, donc tu te retrouves dans les petits tournois. Et je joue le tournoi de Douai, et je gagne le tournoi de Douai. Et un des partenaires, le partenaire principal, c'est un concessionnaire Peugeot. Et puis, on discute, et puis après, lui, il était bon, je pense qu'il était content que j'ai gagné. Il me dit, écoute, si tu gagnes l'année prochaine, je t'offre une 104 ZS Peugeot. Moi, je lui dis, ok, d'accord, serre la main. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé pendant l'année? C'était l'année de mes 16 ans. Donc après, je reviens à mes 17 ans. Donc c'est là où j'ai gagné Roland-Garros. Et je joue Douai et je gagne. Et qu'est-ce que je fais, moi? Évidemment, moi qui ai un fou de bagnole, qui a des posters partout dans ma chambre de voiture, je vais voir Monsieur Cuvelier, d'ailleurs, il s'appelle. André Cuvelier. Je vais le voir, je vais André, alors, elle est où ma voiture? Et là, il est devant tout le monde, il se dit, qu'est-ce que je fais? Je suis mal. Il avait complètement oublié. Non, il n'avait pas zappé, mais il espérait que je perde en finale, comme ça au moins, hein, on aurait été tranquille. Ben non. Donc je vais le voir, il me fait, d'accord. Et il m'a offert une 104 ZS Bleu Roi. Imagine une 104 ZS en 77, par là, Bleu Roi, ce que c'est. C'est une bombinette, c'est une Golf GTI de l'époque, c'est une Cooper, une Mini Cooper S, tu vois. Mais évidemment, j'ai pas le permis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ma sœur à côté de moi. Je dis, ma sœur, elle a pris la voiture. On est allé après au prochain tournoi qui était le tournoi, je crois que c'était à Lyon. Elle m'a emmené. Non, c'était à Valence. Là, Elle a même pas fait un petit tour comme ça dans... Bah ouais, attends, j'ai fait un tour grave. Parce qu'évidemment, quand tu te retrouves à l'INSEP, c'est fermé. Donc, la première fois que tu apprends à conduire, j'ai conduit sur une Diane 6. C'était la voiture de mon pote Patrice Clément, qui me dit, on essayait, on roulait. On voulait bien sûr qu'on roulait tous comme des fous déjà. C'est clair. Mais on n'allait pas à l'extérieur, on avait quand même peur. Pas comme aujourd'hui où on voit beaucoup de jeunes qui... c'est totalement différent, ça a évolué parfois dans le mauvais sens, mais c'est dangereux. Et donc, c'est ma sœur qui m'emmène. Et je peux te dire que quand j'ai 18 ans, et un jour, j'avais le permis. Hein. Et donc, j'étais parti sur ma 104 ZS, que ma mère a gardé pendant... Je crois qu'on l'a vendu il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 20 ans. Tu vois, j'ai 60 ans. Et d'ailleurs, t'en cherches une là maintenant. Et là, j'en cherche une. Ouais, pas trop cher, j'imagine, parce que t'as pas... Non, et même pas trop cher, parce qu'ici, je pense qu'il y a un beau petit garage. Je pense qu'avec Eric, on pourrait se marrer et de la refaire et d'en faire une. Ça serait super cool. Ouais, super cool, j'en ai vu une. Il y a une ZS2 qui est à vendre à Lyon, mais le gars, il a trop cher. Et j'avais le moteur ZS2. Ouais, est-ce que tu l'as préparé par la suite? Oui, parce que lorsque je suis arrivé à Valence, j'arrive avec la 104 ZS Bleu Roi, je rencontre la personne qui est toujours mon ami d'enfance, qui m'a fait changer et évoluer dans le sport mécanique. C'est Jean-Pierre Fleur, dit Pipo, qui est à Valence, et lui, il a fait les moteurs pour toutes les... que ça soit en WRC, que ça soit pour Peugeot en Formule 1, et il a commencé dans un garage comme celui-ci, et il est terminé avec une usine extraordinaire qu'il a revendue, mais qu'il a fait un travail magique. Et puis, j'arrive à Valence, je joue pas trop mal à Valence, et je rencontre une personne qui s'appelle Aziz Manoff, peu à son âme, il nous a quittés malheureusement, qui préparait les Peugeot, les 104 ZS. C'était le kit Arvor. Alors là, je vais te dire, tu vas sur le net, tu vois le kit Arvor, c'est pas du plus classe, hein, d'accord? Mais à l'époque, c'était on est sur du petit tuning, quoi, c'est ça? Du petit tuning, mais il y avait un gros truc, moteur ZS2. Tu passais de 113 chevaux à 160 ou un truc comme ça, là-dessus, sur une bombinette là-dessus, c'était extraordinaire. Donc je l'ai eu. Compliqué, c'est pour ça qu'à la fin, lorsque ma mère l'a récupérée, bien sûr, cette voiture, on l'a remis en 104 classique, parce que assez compliqué à mettre au point. Mais voilà, et ça a commencé, voilà, les débuts avec les voitures. C'est à cette époque-là aussi que tu me disais que tu t'entraînais avec Guillermo Villas, qui, pour la petite histoire, sortait avec Caroline de Monaco. Ouais. Et il y a une petite histoire justement avec cette fameuse 104. La 104 ZS,
s'il y avait aujourd'hui, ça serait magique, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses, des belles choses se sont arrivées. Guillermo Vilas sortait avec Caroline de Monaco. Et on était à Paris. Et lui, il roulait en Porsche 928. À l'époque, la première 928. T'imagines? C'était le Graal. Moi, j'avais ma 104 ZS, Bleu Roi. Et puis, il me dit, Henri, viens à la maison. Donc, il est son appartement avenue Foch. Il me dit, j'ai les paparazzis, il faut que je sorte avec Caroline. Comment on fait? Je dis, bah écoute, j'arrive. Tu prends mon 104 ZS. Tu sors dans l'autre sortie. Moi, je sors devant où il y a les paparazzis. Et je les emmène. Et il me fait, d'accord. Alors, je viens, je lui donne la 104 ZS. Ils partent d'un côté, puis moi je prends bien sûr la sortie classique. Il y a tous les paparazzis qui me suivent dans toute l'avenue Foch. Alors j'accélère. J'arrive en bas de l'avenue Foch, évidemment, je me fais coincer. Ils arrivent tous autour de moi, et puis je leur fais salut. Et là, les mecs, ils font oh mince, on s'est fait avoir. Donc voilà la première histoire. Donc t'imagines, c'était et moi c'était surtout mon kiff de rouler dans la Porsche 928. Parce qu'après c'était l'Ice. Et puis c'est une époque aussi où tu commences à bien marcher en tennis, donc à bien gagner ta vie. Ouais. Est-ce que tu te fais un peu des petits plaisirs automobiles à ce moment-là? Bah, malheureusement, j'ai rencontré un homme qui est comme mon deuxième papa, qui s'appelle Yon Thiriac, qui était le manager et coach de Guillermo. Ils aimaient beaucoup les voitures et la passion n'a fait que grandir. Le virus s'est propagé. Le virus très très dangereux parce que ça coûte très 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 cher. Toi, acheter les voitures, reparler les voitures, puis tu gagnes jamais d'argent avec ça, sauf aujourd'hui. Mais à l'époque, tu gagnais pas. Donc j'ai eu ce virus, donc bien sûr. Lorsque j'ai eu la possibilité de m'acheter, j'ai acheté ma première 911 Carrera blanche cabriolet, ça c'était mon kiff. Après, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de voitures. Et puis il y a des moments extraordinaires où à un moment, Yon Thiriac me dit allez, on était au tournoi de Monaco, il me fait allez, il faut que tu ramènes la bébé. Je fais le bébé, il me fait le bébé, parce qu'il me dit le bébé. Je fais quoi le bébé? La Ferrari. Je fais quoi? Ah, la BB 512 Ferrari. T'imagines? Tu fais Monaco, Paris, Gambé, pas loin d'ici d'ailleurs. Je peux te dire que j'ai pris mon kiff. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh, je devais avoir 19 ans. C'est incroyable. Tu te retrouves dans une BB 512 à un prix, un truc où ça marche, mais un avion où on pouvait un petit peu accélérer à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui. Mais quel moment, quoi. Truc de fou. Et donc, voilà, la passion est toujours là. Puis tu as eu des autos assez pointues parce que tu parlais de Porsche. Je crois que tu as eu une 930 turbo aussi. En Porsche 911, j'en ai eu beaucoup. Hein. Ouais. 930 turbo, 911, après turbo S, j'en ai eu pas mal. J'aimais bien les Porsche parce que l'avantage d'une Porsche, c'est que tu tournes la clé, ça démarre tout le temps. À l'époque, le petit cheval cabré, c'était compliqué. Puis après, on est passé sur Mercedes. Pourquoi? Parce que c'était on avait un accord aussi avec Mercedes, il y avait le tournoi de Stuttgart, donc il y avait des prix pour les pilotes de Formule 1 dans les années 70-80, et puis maintenant, le vainqueur, ou même chez Porsche, repart avec une voiture en plus, donc c'est quand même pas mal, au petit cadeau. À l'époque, c'était juste un prêt, ou en tout cas une facilité Après, pour acquérir la voiture. après, on avait des pourcentages, donc on avait un prix spécial, qu'on devait garder la voiture pendant un an, donc tu te penses bien qu'on a touché peut-être parfois à 50%, donc ça valait le coup. Puis tu en as une avec une vraie prépa, je crois que tu me parlais d'une 560 SEL, prépa Lorinzer. Ah oui, j'ai vu une 560 SEL noire, préparée Lorinzer, jante, pas moteur, mais jante, mais très belle, tu sais, vraiment très classe. Ça, celle-ci, je l'ai adorée, j'ai fait beaucoup de route avec. Après, j'ai eu, bien sûr, d'autres voitures qui m'ont fait rêver. J'ai eu une Testarossa, là, 512 TR, tu vois, un truc, ça c'est bien large, ça c'est bien confortable. Attention, pour l'emmener, il faut y aller. Et puis après, surtout, ce qui était important pour moi, c'est d'apprendre à conduire, savoir piloter un peu, à mon niveau. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, comme Jean-Pierre Malcher, comme Jacques Lafitte, Alain Prost, Claude Ballolena, Henri Pescarolo. T'as vu hier. Ouais, qui est un homme extraordinaire, qui est d'une gentillesse fantastique. Bertrand Ballas. Après, j'ai roulé bien sûr avec Yvan Muller sur la glace. J'en ai rencontré, puis j'ai appris à savoir comment emmener une voiture, comment freiner, et puis comment piloter. Et puis encore maintenant avec Eric Van de Viver sur la TVR, où il m'apprend, où là, je suis très, très, très humble. Je ne sais pas le Henri Lecomte qui joue au tennis, tu vois, qui est tenté des coups dans tous les sens. Non, je vais très doucement au départ, et puis après, je me mets tranquillement à la voiture pour pouvoir être encore plus performant, quoi.
Ce qui est toujours amusant dans toutes les histoires que tu m'as racontées, c'est qu'il y a toujours un lien entre l'auto et le tennis. Tu me racontais par exemple que je crois que c'était Coupe Davis 84. Tu disais que si tu battais Lendl, t'achetais une Countach. Ouais. Mais ça, il y avait Guy Forget. Le problème, c'est que tu as battu Lendl. Ouais. Mais je l'ai pas acheté. Et tu l'as pas acheté la Countach. Mais non, parce que la Countach, je rêvais de ça. Je dis c'était génial. Puis je disais ouais, je voulais la garder et tout. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est bien, mais c'est inconduisible, quoi. C'est un truc, tu le sors le week-end, tu vois, tu t'amuses. Mais à l'époque, nous, on roulait beaucoup. Hein. C'était pas comme aujourd'hui où tu avais la facilité du transport. Il n'y avait pas beaucoup de choses, donc on voulait les voitures qui roulent. Et c'était assez pointu comme voiture. Fabuleux quand tu la prends le truc, tu sors une demi-heure, tu es content. Mais tous les jours, non. Et puis après, malheureusement, ça s'est pas fait. Ou heureusement. Et puis je suis parti sur d'autres véhicules. Mais c'était, tu sais, c'était important parce que c'était quelque chose où on donnait, voilà, tu bats quelqu'un, je vais gagner ça. Surtout Donc, que c'était le joueur exceptionnel du moment. il y aura un mondial, il jouait pour la Tchécoslovaquie à l'époque parce qu'il était passé américain et revenu pour jouer à la Coupe Davis. Et je le bats en 3-7. Donc c'était un truc de fou. C'était fabuleux. Mais c'était tu vois, quelque chose, un défi, un pari. Tu m'as raconté dans un autre genre que je crois que c'était à Grenoble. Tu avais associé aussi un souvenir de tennis. Alors, je me souviens plus exactement. Elle n'a pas la plus belle voiture du monde. Hein. Ah ouais, la Visa 4 roues Chrono, motrices. Visa Chrono. C'est une 4 roues motrices, c'est ça? Ouais, 4 roues motrices Chrono. J'ai vu encore, parce que je regarde beaucoup les émissions un peu, tu vois, de véhicules anciens, et ils ont mis, à un moment, ils ont retapé une Visa Chrono que j'avais. Et c'est pas beau, hein. Voilà. Ça le design Mais de ça. moi, Ouais. mais je tiens à te le dire, je préfère plus les voitures, voilà, 4 roues motrices. On en parle un peu plus. Rallye, parce que j'ai la chance de rencontrer beaucoup de pilotes extraordinaires et j'ai pu être à côté aussi en tant que copilote. Mais c'est vrai que bon, c'était la chrono à l'époque, c'était la Visa. C'est pas beau, mais bon, moi j'aimais bien. C'est un peu bizarre peut-être. Et puis je pense que le fait aussi, tu parlais du sport auto, quand ça a vraiment, t'étais au top de ta carrière, je pense 85, 86, 87, tu me disais que t'as un peu suivi la carrière de Alain Prost par exemple. Vous étiez On tout était le temps, super potes. vous étiez en On était vacances ensemble. ensemble. En vacances ensemble, on habitait juste à côté à l'époque. C'était, oui, Alain, on était tout le temps. Voilà, puis moi, la Formule 1, c'est toujours quelque chose d'important et je l'ai vécu, je crois, dans les meilleures conditions possibles. J'ai eu la chance de passer 3 jours avec Ayrton Senna, malheureusement 3 mois après il se tue. Comment ça s'est fait cette histoire? Parce que ça, c'est en 94, Il est en essai avec Williams et il est à l'époque, il roule avec Damon Hill. Moi, à l'époque, j'ai rencontré une personne qui connaissait très très bien Ayrton et qui me dit viens, si tu veux, on peut aller voir Ayrton au Castellet pendant 3 jours et tu pourras le rencontrer, tu verras, c'est une personne assez particulière. Pause. Si tu apprécies ce que tu regardes, prends juste une seconde pour t'abonner, ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Allez, on y retourne. Et j'ai eu la chance de passer 3 jours avec lui. Et moi, je peux te dire que c'est quelqu'un qui est toujours, parce que moi, je pense très souvent à lui. D'ailleurs, sur Insta, j'arrive pas de liker tout ce qu'il a pu faire. Son tour chrono à Monaco, j'ai dû le voir 10 000 fois. Il était mystique, il était d'une générosité, d'une simplicité et très attachant. D'ailleurs, lorsque l'on voit ce tour qu'il fait pour la télévision de l'époque, où il dit voilà Alain, tu me manques, j'ai plus aussi la même motivation, et il se tue après. C'est à Imola d'ailleurs, où il se tue après en disant voilà, j'ai plus de. Il a plus son plus grand adversaire, quoi. Ouais, son plus grand rival. D'ailleurs, dans tous les sports, regarde le tennis. C'était lequel le tien? Mais non, mais rival, moi j'avais Becker, j'avais Federer, j'avais du poids lourd, on avait tout le monde, mais j'avais Yannick. Et après, quand t'en perds un, bah, tu perds cette motivation. Regarde ce qui est arrivé avec Federer et Nadal. Rafa, voilà. Après, ce qui va arriver avec d'autres, parce que regarde ce qui arrive avec Djokovic, maintenant qui est passé à 24 grands chelems. Ils ont besoin de ça pour encore se dépasser. Et ils ne l'avaient plus. Et Ayrton était et sera la personne la plus incroyable dans le monde de l'automobile. Même si, tu vois, ce qui est dommage d'un autre côté, regarde Michael Schumacher, ce qu'il a fait. Et il est toujours avec nous, bon, plus vraiment trop physiquement. On en parle moins qu'un Verstappen ou qu'un Ayrton. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et il a fait des choses, mais c'est hors norme. Tu vois, c'est marrant parce qu'on avait cette discussion avec Henri Pescarolo hier, qu'il y a finalement une culture de l'oubli qui est assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est ça. Regarde, c'est les réseaux. On passe vite à autre chose.
parce qu'on consomme. On n'est plus des... il y a toujours des passionnés, parce qu'on peut le voir quand tu vois qu'il y a c'était les 100 ans du Le Mans. Ouais. Il y a un monde de folie. La F1, il y a du monde, il y a du respect. Il y a des gens, tu peux te dire, mais comment ils peuvent rester là et payer un billet aussi cher pour voir que la F1 passer? Non, parce que c'est la passion qui les anime. Aujourd'hui, on est plus dans la consommation. Donc, consommation, et même la nouvelle génération. Moi, je vois avec mes enfants, hein, j'en ai un qui a 18 ans. Je dis, mais tu passes quand ton permis? Il me fait, ouais, mais bon, je dis, tu vas passer ton permis. Alors maintenant, tu lui mets la carotte, il va le passer. Cet espace de liberté, ils l'ont autrement. Toi, ils s'évadent devant des réseaux, devant certaines choses, mais qui n'arrivent pas trop à comprendre parfois ce que c'est. Que nous, on voulait piloter, quoi. On voulait comprendre, on voulait être encore plus performant. Et dans le monde du sport de haut niveau, c'est ce qu'on recherche. Mais c'est pas grave. Ils vont l'avoir certainement autrement, et que le monde de l'oubli aujourd'hui peut être à la fois dramatique, mais d'un autre côté, lorsque tu fais parfois... tu vas mettre 20 ans à faire une carrière, tu peux la détruire en 30 secondes. C'est clair. Alors, si tu as la chance sur la boulette que tu as pu faire pour rattraper la deuxième boulette, par faire une deuxième boulette, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour oublier, puis qu'après, les gens, tu vois, l'oublient complètement. À l'époque, ça restait longtemps. Donc, et tu veux dire que ça, une nouvelle en chasse une autre beaucoup plus rapidement qu'avant? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais à la fois, c'est vrai, la passion n'est pas la même. Alors, ça vient aussi de génération en génération. Les parents, le père qui va donner sa passion à son fils, qui son fils dit oui, je me sois, mais en fin de compte, non. Puis il y en a d'autres qui préfèrent être sur le e-sport. Tu vois, c'est plus facile, je reste à la maison. Bon, tu vois, c'est différent. Le monde a évolué et nous, on doit évoluer aussi. Ouais, je suis d'accord. Non, je disais pas ça dans un discours de... non, mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Passéiste, tu vois, parce que justement, au contraire, moi, je constate, tu vois, à travers nos formats longs, où on rencontre plein de gens différents, aussi bien des personnes qui ont des histoires très longues parce qu'ils ont 70 ans de vécu derrière, comme Pescarolo, même 80 ans, comme des gens plus jeunes. Et tous les parcours intéressent des publics différents. Assez jeunes, notre moyen âge, tu vois, c'est 30 ans. Donc, c'est pas des vieux, tu vois. Mais donc, l'avantage de ça. Ouais, exactement. Ça, c'est le bon côté de la chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt le voir sur ce côté. Moi, je vois le côté positif. Regarde ce qu'on fait ensemble. Clairement. Moi, j'ai 60 ans. Regarde ce que je fais. Tu me vois sur les réseaux. Ce que je fais, j'essaie d'être au maximum dedans, tout en restant dans ma vision à moi, parce qu'il ne faut pas non plus partir et redescendre. On se dit, j'ai 20 ans ou 30 ans. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je vois, je côtoie beaucoup de jeunes. Ils me disent en rire, ils font Henri Lecomte sur les réseaux. Sur YouTube, ils vont regarder, ils disent « Ah, il est super sympa et tout. » Puis, voilà, puis tu accroches les gens aussi. C'est ça qui est important, c'est pouvoir retransmettre. C'est la retransmission qui est belle. Pour revenir un petit peu au tennis et à la voiture, ce qui m'a vraiment amusé quand on a discuté, c'est à quel point, à chaque fois que tu me parlais de belles performances, je pense notamment à la finale Roland-Garros en 88, tu as fait 3 demi-finales et une finale, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est que tu m'as tout de suite dit « Ah oui, j'avais telle voiture à cette époque-là, j'avais celle-ci, attends, j'avais celle-ci aussi ». À chaque fois, tu associais tes autos à un moment fort pour toi sportif. Ouais, 88, c'était la 930 Turbo, 3 litres. Les gens me disaient, mais pourquoi t'as acheté un truc pareil 4 vitesses, ça marche, c'est un avion, mais c'est à piloter. Dès qu'il pleut, t'as une GS qui te double. Là, tu roules à 2 alors. C'est une bonne voiture, la GS. Hein. Parce que c'est arrivé. Ça me rappelle mon grand-père aussi. Surtout que oui, vous êtes Citroën dans la famille. En tout cas, mon père, il a eu la dernière, la C5X. Je suis allé le voir à Bergerac. Il me fait oh, c'est la nouvelle CX. Je dis oui, papa, c'est la nouvelle CX. Donc, mais voilà, mais il l'a toujours. Ouais, il est bercé par ça. C'est ça qui est amusant. Oui, j'associe toujours. C'est important, tu vois. Parce que, toi, avec 92, c'était. Qu'est-ce que j'avais en cas c'était une Mercedes encore. Tu veux pas dire que tu avais une Lancia Delta intégrale aussi? Ah ouais, mais là c'est 93, 94. 93, l'ancien intégral. Bah oui, j'étais à l'époque à Genève et du côté de Chamonix. Je m'entraînais à Chamonix avec Patrick Chamagne. On avait fait aussi les 24 heures Chamonix en 91 sur une Visa 1000 pistes, chrono. Et là, on avait rigolé. Hein. Et après, on avait roulé. Donc après, c'était la Lancia intégrale. Lancia intégrale qui est quand même la voiture de rallye, toi. Et le rallye, moi, ça me rappelle 91 aussi, 92, 93, parce que je suis allé, ça c'est une belle histoire, lorsqu'on gagne la Coupe Davis 91, j'étais là, c'était pas la meilleure bagnole que j'avais. 91, c'est quand vous gagnez on gagne à Lyon. Contre les États-Unis? Oui, contre les États-Unis. Donc c'est inespéré, parce que je crois que vous dites pas David contre Goliath, oui, on fait un miracle. Et puis toi, à ce moment-là, t'étais un peu dans les bas-fonds du classement, t'es descendu.
Genre, Moi, t'es passé en 40e ou quelque Moi, chose je suis comme ça 159e. Je suis opéré du dos au mois d'août. 3 mois après, je joue contre Pete Sampras à Lyon. Et tu le bats alors que Et je lui apprends à jouer au tennis. J'ai pas honte de le dire. Voilà. Non, mais tu survoles les choses alors qu'à ce moment-là, t'es pas. Enfin, Ah bah, j'ai rien. des galères, quoi. Bah, j'ai que des galères. Je survole le truc. Et là, à cette époque, je roule en Nissan 300 ZX. Il fallait la chercher, Ça, celle-là. c'est une auto spécifique, ça. Ça fallait la chercher. Hein. Euro directé, c'est tout. Ça marchait bien. Mais c'était je crois que c'est une bonne auto. Mais ça a été peut-être une erreur de casting à un moment. Mais c'est bien, il faut en faire. Par la suite, donc j'ai acheté une Lancia intégrale. Et là, il y a un grand moment dans la Lancia intégrale. C'est 91. Après, je vais avec ma Lancia, c'est en 92, je crois. Je suis à la remise. Alors, il faut savoir, cet endroit, la remise, c'est chez monsieur Yves Joigny. C'est un endroit pour le rallye de Monte-Carlo où tout le monde passe, tous les pilotes. Et à chaque fois, quand ils passent dans cette spéciale-là, on leur offre la tarte aux pommes. C'est un restaurant. C'est un restaurant, la remise. Et donc, j'offre la tarte aux pommes à qui ? À François Delecourt. Et à tous les grands pilotes. Donc, tu te retrouves avec des gens assez extraordinaires. Et d'ailleurs, je vais retourner voir quand même Yves Joigny, parce que je sais que maintenant, bon, il a pris un tout petit peu plus de bouteilles que moi, mais ça va être un grand moment. Et si tu vas dans ce restaurant-là, qui est en Ardèche, tu vas voir toutes les plus belles photos de tous les pilotes et tout ce qui s'est passé. Et c'est un grand moment. Faudrait que j'y aille. Ah, mais là, c'est un bon tournage à faire. Ouais, c'est une très bonne idée. Parce que Yves, il a des histoires à te raconter qui sont exceptionnelles. Et c'est une personne que j'adore, que j'ai rencontrée grâce à Pipo, à Jean-Pierre, Fleur, qui m'ont amené là-bas. Et c'est des belles personnes, voilà, simple, mais avec du cœur. Et puis tu parlais de François Delecourt, tu sais, je te disais, il est passé sur le podcast. D'ailleurs, c'était un des premiers grands pilotes qui m'a un peu lancé, d'ailleurs. Frentard. Frentard, évidemment. Tu l'as vu encore récemment, non ? Ouais, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi. Toujours aussi fou, hein. Il saoule, il envoie. Il a une Subaru avec. Ouais. Il m'a emmené dans les La blanche, spéciales là-bas à la blanche. Après, il m'a pris un espèce de gros quad dans les terres où il m'a emmené. Bah, il est fabuleux. Quel pilote. Tu disais après, t'en as parlé, mais la 512 TR, elle vient après. Donc là, tu tentes Ferrari, c'est ça ? Là, j'ai rencontré un ami chez Ferrari et là, je tente la 512 TR. Pourquoi ? Parce que je la trouve toujours exceptionnelle. Elle a un cul. Parce qu'on parle comme ça aussi des voitures. Hein. Bien Pas sûr. des femmes. Jamais des femmes. Que des voitures. Elle a un cul exceptionnel. Puis elle avait un look à l'époque. C'était fantastique. Alors, il y a eu la première Testarossa, mais la 512 TR était devenue beaucoup plus fiable. Ouais, c'est une auto plus aboutie, ouais. Plus aboutie. C'était beaucoup plus roulable. Je lui ai mis 40 000. 40 000 40 000 en 512 TR quand même, faut rouler. Hein. Ah ouais, quand même. Non, le mec, il roule. En plus, ouais, je roulais beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire qu'ils ont mis 40 000 à une 512 TR. On roulait bien. Et puis après, tiens, il y a une que je t'ai pas parlé. Oui, il y a la 500E Mercedes. Tu sais, c'est la fameuse. Génial, bien sûr. Bah, c'est le taxi. Évidemment. 500E Mercedes, c'est genre le taxi. Tu crois que tu as un taxi qui vient dans le dos, mais tu vois que les ailes, elles sont un petit peu plus larges. Et ça marche. Hein. Puis c'est Porsche qui avait travaillé sur ce projet. Bien sûr. C'est l'époque Et où donc, c'était un peu dans la panade. Et donc voilà, aussi 500E. Et sinon, bah, après, il y a eu tellement de voitures que là, on pourrait rester pendant des heures. Tu disais que tu avais la volonté d'apprendre à conduire les 4 roues motrices. Comment c'est arrivé ? Parce que je crois que tu as appris à conduire sur la neige avec une 325iX, c'est ça ? Ouais, 325iX, avec qui j'ai commencé aussi avec Jean-Pierre, avec Pipo, mais surtout avec Bertrand Ballas. Puisque j'ai eu la chance, grâce à Hugues de Chonac, Le patron d'Oreca, qui nous ont invités, Guy et moi, pour rouler au Trophée Andros sur une BM préparée par Hugues et d'apprendre à piloter sur la glace. Et donc, c'était l'époque où il y avait Yvan Muller. Et puis Bertrand Ballas. Et donc Bertrand, je suis allé le voir à Grenoble, et puis il avait une 325iX. Et donc, je passais 2 jours, et la nuit, on allait rouler là-haut, et il m'apprenait hop, comment jeter l'auto. Parce que c'est pas simple. Quand tu as un virage à droite et que tu dois jeter l'auto à gauche, dans ton cerveau, il faut que ça comprenne. Et accélérer, et repasser les rapports, et après savoir freiner. Et on se rend compte que finalement, avec les clous, la voiture est très bien adaptée, et tu prends énormément de plaisir. Et c'est quand même une des spécificités, la glace, où tu roules assez vite, mais si tu tapes, tu te fais pas trop mal, quoi. Parce qu'après, sur d'autres, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, mais ça, j'ai enchaîné par la suite, et j'ai fait aussi
la Super Cup, j'ai roulé à Silverstone, invité par Porsche Allemagne. J'ai roulé aussi en Porsche à Spa-Francorchamps. Après, j'ai rencontré Eric Vanduver, donc on a roulé sur Porsche. Et on a fait les 25 heures aussi. J'ai fait aussi les 25 heures en coccinelle, Ah, tu parles de la Fun Cup? la Fun Cup. Je- Ça a pissé de rire. Je veux faire ça cette année-là. Ah, ça, tu vas te marrer. Mm. Fais attention dans le paddock, hein, parce que parfois, bon. C'est quoi tes petits conseils? Parce que dans le paddock, bon, ça se marre bien aussi. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois. Ok. Mais ça roule, et là, tu apprends. Et le circuit Spa, c'est un des plus beaux Ouais, circuits au monde. magnifique. C'est magnifique. Et donc, ça, j'ai roulé aussi là-dessus. Et maintenant, on est en véhicule historique. Mais c'est vrai que le Trophée Andros a été quelque chose d'extraordinaire et que Bertrand et aussi Yvan m'ont appris à rouler sur la glace. Et j'ai une pensée particulière à Michel Ferté, parce que j'ai roulé avec lui à l'époque. On était chez Dany avec Dany Snowbeck. Chez Snowbeck, on roulait sur Opel, mais il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, donc trop rapidement. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui aussi. Par rapport au Trophée Andros, tu me racontais que tu roulais à l'époque avec De Chavannes, avec Bigard, et tu me disais que ça roulait pas forcément que sobre, que ça s'amusait pas Disons mal, que quoi. le Trophée Andros, quand tu roules 20 tours dans le week-end, c'est pas énorme, tu vois. Bon, t'as beaucoup, c'est 3 jours, 20 tours. Il est arrivé parfois avec Franck Lagorce, avec Yvan, avec Christophe de Chavannes, avec Bertrand Ballas, avec James Ruffier aussi, que je fais un petit coucou, qui est avec le chat trio, François, qui lui m'a appris tellement de choses que je vois encore sur les événements golf, qui est extraordinaire. Bruno Sabi, Qui forgeait aussi, non? Guy Forget. Ouais, mais Guy, il était toujours, toi, Ah, il est calme. c'est le gendre parfait, Ouais, toi. ouais. Quoique, hein, j'ai quelques dossiers sur lui. Fais attention, je peux les balancer. Ça se passait, ouais, c'est vrai. Et on était souvent avec Jean-Marie Bigard, qui roulait, lui, sur Nissan. Et c'était la Nissan Cup, tu sais, aussi, qui était organisée par... c'était Moustache qui avait fait ça à l'époque. Aussi avec Stéphane Collaro. Et il y avait une voiture qui était une BM, l'ancienne de Marcel Tarès, qui lui aussi était un pilote et avec une gentillesse fantastique. Un petit coucou pour lui. Et lui, il roulait sur une ancienne voiture de Marcel Tarès. Il avait une espèce de nounours par-dessus. Il faisait un bruit, une pétarade de trucs. Il roulait pas fort. Mais par contre, il est vrai qu'on passait des soirées avec lui où il avait une espèce de breuvage qui te faisait parfois oublier que tu étais à l'Andros. Et comme disait Jean-Marie Bigard, le seul endroit où tu peux rouler bourré, et ça se voit pas, le Trophée Andros. Parce que tu es toujours en travers. Je sais pas comment il faut le prendre. Mais il est arrivé parfois que, oui, on dormait pas beaucoup. On se marrait. Ah bah ça, vous avez dû Mais vous c'est marrer. très froid à l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, ça repart un peu, mais on roulait pas beaucoup. Tu vois, c'était une catastrophe, parce que les clous, ça... Mais aussi un peu de casse. Donc, et au départ, c'était une voiture avec des caisses, tu sais, la carrosserie classique. Mais après, c'est devenu de plus en plus des carrosseries légères, comme tu vois sur la Mosley, tu vois. Des monocoques. Donc, des monocoques. Donc, quand tu tapes, il y avait beaucoup de... Et puis, il y a eu les 24 heures de Chamonix, où là, c'est autre chose. Encore. Est-ce que tu dirais que dans l'apprentissage du pilotage, même si effectivement c'était pas un niveau professionnel, c'était un niveau amateur, mais est-ce que le fait d'être sportif de haut niveau, mais dans un tout autre sport, ça t'a aidé? Ah oui. T'as vu des liaisons entre les deux? Bien sûr qu'il y a des liaisons, la concentration, le fait de pouvoir accepter aussi. Il faut rester humble quand tu es dans des voitures comme ça. Bien sûr que lorsque tu es ou skieur ou tu fais du vélo, tu as vu que tu vas plus t'adapter aux trajectoires, tu vas comprendre plus vite. D'ailleurs, on a Luc Alphand, qui est un amour, c'est vraiment un Qui est super passé pote. sur cet épisode, ce podcast, et que je ouais, salue d'ailleurs, qui est incroyable comme qui est un amour comme mec, super pote, qui il a gagné le Dakar, donc tu vois, il a gagné des courses. C'est quelqu'un qui me disait, moi je roulais avec lui au 24 heures de Chamonix, on était sur la même voiture, et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? J'étais à 120, 130 sur des spatules, des trucs en bois. Là, j'ai la carrosserie, je soude. Et tu voyais que le rouge, je dis, mais freine, Luc, on s'en fout. Et bam, et bam. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est une autre notion. Et que le fait d'être un sportif de haut niveau nous permet de pouvoir enregistrer aussi, analyser plus vite et rester dans son domaine pour ne pas non plus aller trop vite. Parce que parfois, quand tu vas un peu trop vite, tu dis, ouais, j'ai compris. Ben non, t'es vite rattrapé parce que tu sors, quoi. Donc il faut rester humble, mais c'est vrai qu'on a des capacités qui sont totalement beaucoup plus fortes que quelqu'un qui commence. Tu avais vu des liaisons entre le tennis
et l'automobile, ou là, pour le coup, vraiment... La vision, oui, Ouais. parce que nous, on a quand même la balle qui arrive très vite. Ouais. La concentration, comme je t'ai dit, et puis après l'application, de pouvoir analyser assez rapidement, oui. Bon, c'est pas la mise au point, non, parce que bon, il fallait qu'on comprenne, parce que ça se conduit avec le cul, tu vois, donc... et puis après, rechercher toutes les sensations en allant qui va piano va sano, comme on dit, tu vois. Et là, maintenant, à titre perso, est-ce que tu continues de t'acheter des voitures un peu dans tous les sens, ou tu me disais, je crois que, je sais pas si c'est un lien, mais que tu as enchaîné quelques divorces et que c'était Non, pas alors les forcément- voitures partent avec le divorce. avec le divorce, ouais. Ouais. Donc ça, c'est dommage. Ah, ça, c'est de ma faute aussi, hein. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais je serais plus dans, tu vois, des voitures tu vois, d'un peu plus de Plus de anciennes collection, ouais. Tu vois, Eric, il a une très belle type cabriolet. Et c'est vrai parce que lorsqu'on on est plus jeune de ton âge, on dit, ouais, je fais toujours un truc qui envoie, qui pousse Ouais, et tout. ouais. Mais nous, on a eu la chance à cette époque on était beaucoup moins sur les routes. C'était plus, tu pouvais encore un peu t'amuser. Aujourd'hui, tu ne peux plus. C'est terminé. On a les circuits où on allait aussi beaucoup rouler. Mais je trouve que les voitures d'aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais c'est beaucoup aseptisé. Et pour aller pour rouler très 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 fort, faut aller aux limites. Et là, il faut aller dans une autre dimension. Donc, c'est vrai que on a la chance d'avoir, comme tu dis, on a des simulateurs qui nous permettent de pouvoir avoir aussi des très belles sensations. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui avec les vérins, c'est impressionnant C'est d'être dans la incroyable. caisse. Ouais, c'est incroyable. Donc, mais t'as pas le bruit, quoi. Ça peut donner un peu la gerbe des fois, quand même. Oui, ça, oui. Je sais, j'en ai essayé un, donc notamment en WRC. Quand t'es pas habitué, mon gars, c'est compliqué. Donc voilà, mais aujourd'hui, on voit que moi, je suis content parce que l'automobile revient un peu encore plus à son apogée, puisque les véhicules anciens prennent de la valeur, c'est un peu comme de l'art, et qu'on met vraiment en valeur, tu vois. Parce que, comme tu disais, l'automobile moderne est peut-être plus aseptisée et moins passionnante, si je globalise. Et du coup, effectivement, l'ancien devient analogique et devient très très cool, quoi. Très cool, mais surtout quand tu veux bien rouler vite avec une ancienne, c'est compliqué. Ouais, il faut de l'engagement. Ouais. C'est de l'engagement, et puis il faut écouter la voiture, il faut lui parler, faut la comprendre. Elle est violente, il faut l'adoucir, et c'est un peu comme une femme, tu vois. Et toutes ses qualités et ses défauts, comme nous aussi, on a des qualités et des défauts. Et pour pouvoir bien l'emmener, la faire voyager. Et parfois, ce que l'on peut faire avec une voiture, c'est d'aller encore plus loin dans la recherche et le dépassement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et dans les véhicules historiques, tu peux, mais dans les véhicules modernes, il faut vraiment rouler fort, 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 quoi. En parlant de véhicules de collection, la dernière folie que tu t'es faite, tu me parlais d'une Rolls Silver Shadow, parce que tu avais un rêve. Ah oui, Attends, voilà, une personne me l'a tué, ce rêve. De quoi? Comme quoi, les femmes, par moment, elles nous font vraiment faire n'importe quoi. Mon rêve, c'était, j'arrête ma carrière, c'était en 97, même, non, plus ça, début 2000. T'imagines, t'as fait 20 ans de carrière. Ouais, j'ai fait 18 ans de carrière, mais j'ai arrêté en 97, mais après, c'était en 2000 que j'avais la Silver Shadow 2, c'était mon rêve. Pourquoi? Parce qu'il y a une très belle histoire là-dessus. La première histoire, c'est que j'ai 17 ans, je me retrouve à New York, et je suis avec Vilas, Thiriac et Nastase. On est devant l'hôtel Méridien à New York, et c'est les deux. Vilas était en demi-finale, oui, c'est ça, en demi-finale. On va pour le restaurant, et il y a tout d'un coup, il y a une Rolls qui arrive, Shadow 2, jaune, devant l'hôtel, il s'arrête. Au volant, une magnifique blonde. À côté, Vitas Gerulaitis qui sort, un très grand joueur de tennis de l'époque, avec ses 8 raquettes en bois, un long manteau, tu vois, pour la serviette de l'US Open. Il ouvre la porte derrière, et là, il y a 3 mannequins qui sortent, mais des blocs. Ça t'a traumatisé l'image. Ah non, mais moi, tu as 17 ans, et tu vois ça, et tu vois la Rolls arriver, et tu te dis, mais tu te crois dans un film, tu te croirais dans le film, la série américaine, ça me revient plus. Et Vitas vient, il dit bonjour, je fais hello. Il me dit super sympa, on part, et puis je tourne la tête, puis je me souviens toujours, je regarde Nassaz, et puis je fais, c'est ça que je veux. Donc je veux le cocktail complet. Je veux la Rolls, les femmes, le truc, le vidéo, t'imagines dans ta tête. Mais je veux bosser pour avoir ça. Donc parfois, tu vois, et j'arrête ma carrière et je me dis, j'arrive dans un concessionnaire, un garage qui vend que des voitures de collection à Paris, et je reste en arrêt total devant une Rolls Shadow
2. Verte intérieure beige, anglais, tu as la couleur. Conduite à gauche, magnifique. Un prix génial. Oh, je dis, attends, écoute, je vais me faire un petit kiff. Je vais me prendre ça, pas trop cher, c'est bien. Et puis, je suis à l'époque avec une personne et c'est la Saint-Valentin. Et donc, je te dis, c'est un moment historique, magnifique. Tu arrives avec Tu vois ça comme un signe, quoi. comme un signe, tu sors ta femme à l'époque, tu dis, voilà, viens, on va dîner. Et là, tu te prépares, tu fais ton kiff, tu te dis, mais Pierre, tu dis, chérie, je vais avoir une surprise, ne t'inquiète pas, c'est super, c'est mignon. J'arrive, je vois la voiture, j'ouvre la porte, elle me fait, je vais pas monter dans cette merde. Voilà, le rêve était gâché. C'était quoi ton rêve? C'était de remonter les champs avec la Je voiture? l'ai fait Tu l'as fait quand même. et j'ai quand même fait. Et je l'ai quand même fait, je l'ai fait avec un pote, où je l'appelle, il me fait, alors tu l'as? Je dis, ouais. Je dis, viens, on fait mon kiff. Il dit, d'accord. Et j'arrive, il faisait super beau. Et mon rêve, c'était d'avoir la Shadow 2, le cigare, fumer le cigare, être à côté avec mon pote, et on remonte les champs, mais doucement, tu vois. Puis en plus, tu vois, c'est une voiture, une Shadow 2, tu prends ton temps, quoi. Et on arrive en bas des champs, on est devant le Crillon. Et à ce moment-là, il y a 2 motards qui arrivent. Et moi, elle fait, ah, salut Henri, ça va? Et je dis, écoutez les gars, vous pouvez me faire un kiff? Est-ce que vous pouvez vous mettre juste devant? Vous mettez pas les sirènes, vous n'avez pas le droit, mais juste devant et vous m'escortez jusqu'en haut. Et ils me l'ont fait. Avec mon cigare, je fumais le cigare et je remontais les champs. Et les gens faisaient tous comme ça, plus, toi, de sympathie, parce que la voiture, le véhicule était magnifique, et puis nous, on était cool dedans, que si tu vas passer en Lamborghini ou en truc où ils vont dire, ah, où ils vont être jaloux. Ça, voilà, j'ai eu mon kiff. Et c'est peut-être l'une des voitures que j'ai revendues où j'ai gagné de l'argent. T'as plutôt perdu de l'argent sur les autres? Tout le temps. Ouais, normal. Normal. Si t'attends pas, tu- À part, oui, parce qu'on était des consommateurs. Tu sais, on n'était pas des... et puis après, il y a eu les changements de vie, que ça fait partie de la vie aussi. Mais on était plus des consommateurs, des kiffeurs. On achetait ça, on roulait un peu, on les revendait parce que d'un coup, on voulait tout de suite l'autre. Parce que voilà, on consommait, on aimait bien ça. C'était pas du tout le cas, je pense, aujourd'hui, pour votre génération qui... premièrement, où il faut aller sur circuit, ça coûte aussi de l'argent parce qu'il faut que tu changes les plaquettes, les pneus. Ça coûte sûrement encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant. Tu sais, moi, je regarde encore les vidéos sur le Nürburgring où tu vois des mecs qui se prennent un râteau avec une 930, avec une GT3 RS. Bon, tu sors, ça fait mal, quoi. Et en plus, faut penser à l'assurance complémentaire. Ouais, mais tout, c'est... Parce que les gens, ils n'ont pas compris ça. parce que t'es hors cadre quand t'es sur le nerf. Ah oui, il faut prendre une assurance course. Ouais. Il faut rembourser les barrières aussi. Ça, ils te le facturent bien. Oui, bon, heureusement, grâce à ma tête, ça m'est pas arrivé. Mais donc voilà, et donc c'est totalement différent, tu vois. Et nous, on aimait bien aussi se retrouver et se tirer la bourre entre nous, dans les tournois. Yannick arrivait en Ferrari, moi j'arrivais en Merce. Ah, il avait des Ferrari, Yannick. Yannick, il a acheté la première Ferrari, tiens, c'était à Bayonne, on fait le national, et il s'est fait avoir, parce qu'il a acheté une 308, et tu sais que tu avais les premières avec le moteur Fiat, Bien sûr. et l'autre le moteur Ferrari. Bah, il achète le moteur Fiat, il remonte de Bayonne à Paris, blah, moteur dans le sac. Donc on lui a changé parce que c'était Yannick. C'était démerdé de l'époque. Mais Yannick a eu beaucoup de Ferrari, il a eu des Porsche comme moi. C'est vrai, je l'ai un peu suivi parfois. Il était passionné ou pas comme Non. toi? Non, il est passionné, oui, mais Yannick, il conduit. Non, c'est pas un pilote. Enfin, même moi, je suis pas un pilote, mais disons que j'ai adoré ça, quoi. Ouais, lui, c'était parce que ça le faisait marrer. Bah, lui, ça le faisait marrer. Il a une Excalibur encore. Ah ouais? Ouais. C'est marrant, ça. Il roulait en Suburban, tu vois. Comme moi, j'ai roulé en Cadillac Escalade pendant 4 ans. J'ai adoré cette caisse. Je lui ai mis 200 000 bornes. Je roulais, parce que moi, c'est mon bureau, ma voiture, tu vois. Mais là, c'est la voiture, tu réfléchis pas pour les bagages. Alors, pour ta femme et les enfants, tu pars. Tu veux combien de réaliser? En plus, C'est j'avais un le long. bus, hein. J'avais le long. Tu me dis, Ah ouais, le mais c'est long. énorme. Par contre, dès que tu passes dans des petits villages et tout, tu dois un peu te faire chier quand même. Parce que c'est énorme. pour les Ouais, routes non, mais françaises. après, tu prends l'habitude. Et puis, surtout, une chose que tu ne savais pas et que les gens t'arnaquent, et je vous le dis là, sincèrement. Lorsque vous achetez un véhicule V8 aux États-Unis, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de faire la transformation pour l'éthanol. Tu le mets direct. Tu as juste le lambda qui se met, qui s'allume. C'est tout. Mais tu roules. Donc Ah, les t'as mecs qui aucune te mettent la conversion à boîtier, en plus, qui te prennent 3000, c'est pas bien. Ils vont pas être contents. Mais parce que les moteurs V8, il faut savoir qu'aux États-Unis, le dose d'octane, Ouais, tu vois, ouais. ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est des voitures extraordinaires. Des gros V8. D'ailleurs, Eric, il roule en J'ai Chrysler. vu, c'est ce que j'ai vu, ouais. Une 300C. Moi, j'en ai eu une, c'est fantastique. J'ai eu une 300C SRT8.
J'avais un deal à l'époque avec Chrysler. Ça, c'est un auto, ça marchait, hein, en ligne droite. Ah oui, en virage, c'est plus compliqué. Ah. Bah, en même temps, Prends pas une courbe. c'est un tank. Oui. Mais voilà, mais c'est des véhicules fantastiques. Donc, mais chaque fois, ça marque une époque. Mini. J'avais une Mini à un moment aussi, dans Paris. T'as une idée de combien de voitures t'as eu? Ça doit être honteux. Je pense plus d'une centaine, là, vu ce que tu me dis. ouais. Large, non? Facile. C'est honteux. Non, c'est pas honteux, c'est bien. Oui. C'est quoi un peu tes prochains projets auto? Course auto, sport auto? Ou juste- Course auto, c'est avec Eric. Malheureusement, je vais pas pouvoir faire les 2 tours d'horloge là parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais c'est de rouler avec lui. Moi, j'adore l'historique. Pourquoi? Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, tu vis la caisse. Ça sent toutes les voitures de course sont l'essence. Mais là, toi, déjà pour rentrer dedans, moi, là, bon, là, j'ai perdu 15 kilos, ça va. Avant, mais c'était injouable. T'as les pieds là, t'as un truc, et t'as le montant comme ça. Donc, c'est le rapport. Toi, c'est compliqué. Puis, il n'y a aucune assistance. C'est ça qui est agréable. Aujourd'hui, rouler, oui, je pourrais rouler peut-être sur une voiture plus récente. Il faut de l'entraînement. Tu fais du simulateur, d'accord, mais après, c'est plus la même chose. Moi, j'ai envie de prendre aussi du plaisir. Voilà, donc, historique, oui. Allez, je pense à réfléchir, d'ailleurs, on va voir, faire des événements pour récolter aussi des fonds, on en voit beaucoup, pour les enfants, pour, tu vois, faire partager sa passion. Ça, c'est beau, tu vois. Le tour auto, moi, j'aimerais bien le faire. Quand je vois à chaque fois tour auto, il y a des caisses. C'est extraordinaire. Le tour auto, ça pourrait être un... Ah ouais, il faut que je trouve la bagnole. Le tour auto, ça me plairait bien de le faire. Tout ce qui est, voilà, où tu puisses joindre l'utile à l'agréable et retransmettre quelque chose. Ce qui est important que moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est pour retransmettre. Leur donner ma propre expérience. Et moi, de grandir aussi avec vous, grandir aussi avec des gens que je peux rencontrer tous les jours dans n'importe quel domaine. Dans le monde des affaires, que dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, dans le monde de tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Pas de rester toujours dans sa même, tu sais, dans son même train-train quotidien. Son confort, tu Son veux dire. confort. Moi, j'aime bien bousculer les choses. J'aime bien, toi, maintenant, je fais beaucoup d'événements golf aussi où je réunis beaucoup de différentes personnalités. Et ça, on adore parce que c'est plus simple. Le tennis, j'adore, c'est toujours ma passion, mais bon, on va sur autre chose, tu vois. J'ai une question toujours un peu rituelle en fin d'épisode. Mhm. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit personnellement, professionnellement, enfin, peu importe l'aspect que tu veux. D'être en bonne santé, ça, c'est le coup classique pour tout le monde. D'être heureux comme je le suis aujourd'hui, de garder toujours cette passion pour l'automobile parce que c'est une passion magnifique, extraordinaire qui nous fait voyager dans le monde entier, qui nous fait rencontrer des gens fantastiques. Goodwood, par exemple, tu vois, je voudrais y aller aussi. C'est un de mes rêves aussi. Ça, on peut y aller ensemble. On peut faire Avec une émission plaisir. là-bas. Allez, on fait une émission là-bas. Et de recroiser les gens qui nous ont fait rêver et qui nous font rêver encore. Tu vois, Jacques Lafitte, tu vois Alain, tu vois tu vois Damon Hill. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer aussi un mec qui est dingue, qu'il faudrait que tu aies, toi, dans ton émission, mais c'est Eddie Jordan, qui est un mec qui est un grand pilote et qui a fait aussi, qui était pilote, et qui a fait des choses extraordinaires en Formule 1. Des gens, tu fais des rencontres dans ce milieu qui est à la fois magique, quoi. Moi, d'une baguette magique, tu pouvais faire revenir Ayrton, quoi. Ça serait incroyable. Putain, t'imagines? En petite histoire, il est mort quand moi je suis né. Je vois ça comme 1er mai. quelques jours près, quoi. Et J'aurais c'est... Ben oui, mais même que Michael Schumacher, qui a aussi fait des choses... qui fait des choses encore extraordinaires. Son fils, tu vois, c'est pas facile d'être fils d'eux aussi. Clairement pas. Ouais. Tu vois, moi j'ai 4 enfants, j'ai mon fils qui a 37 ans. Laisser faire du tennis, c'était compliqué. Il roule très fort en carte, par contre. Mais bon, maintenant, 37 ans, il file à sa vie, il vit à Dubaï. Ma fille qui a 27 ans aussi, qui roule bien en carte. Ma dernière 16 ans aussi, elle roule pas mal. Mais bon, c'est la période compliquée en ce moment, tu vois. Il faut faire... Je l'aime, mais c'est compliqué. Là, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est plein de choses. Et surtout, ce qui est important, et ça, c'est moi, je voulais faire passer ce message, utiliser les réseaux pour des bonnes choses, comme tu fais. Ça, c'est extraordinaire parce que tu refais vivre des moments aussi à nous. Pour replonger, pour faire cette émission, ça nous fait plaisir, quoi. Et pouvoir le partager avec toi, c'est un grand bonheur. Donc, je suis heureux d'avoir pu aller dans ma
boîte à gants et ressortir quelques cassettes, C'est quelques DVD, c'est exactement ça. quelques films de l'époque. Et pour un peu, pas terminer, mais disons que quand j'étais gamin, j'avais un tricycle à 3 roues et je faisais à chaque fois le tour, tout ça. Puis je disais à ma mère, faut le faire. Hein. Donc, tu vois. Je te l'ai dit déjà, mais je le redis. Déjà, c'était juste un plaisir d'être avec toi. Et surtout, tu es la seule personne à qui j'ai demandé un autographe quand j'étais petit, Non, quand j'avais 6-7 ans. Et c'était à Lille pour prendre l'Eurostar. Et j'ai demandé à ma mère d'essayer de retrouver l'autographe. Elle l'a pas retrouvé, donc je évidemment. vais le refaire alors. Va falloir que je m'en fasse. J'ai Et jamais demandé, je te mettrai à la date. j'ai jamais date. redemandé un autographe à qui que ce soit dans ma vie. Là, ça, c'est gentil. Ouais, et c'est vrai, hein, c'est une histoire assez. Tu vois, j'ai eu ma mère au téléphone avant-hier et je lui ai dit, c'est quand même drôle la vie de me retrouver avec Henri Lecomte alors que quand j'avais 5-6 ans, je t'ai vu te voir dans un café, t'étais tout seul en train de lire ton journal, t'es tout penaud. Tu m'as dit oui, pas de problème et tout. Et moi, ça m'avait refait ma journée. Donc, Mais tu sais, c'est important. On peut pas imaginer le fait de pouvoir retransmettre, le fait de pouvoir faire un autographe, signer un autographe et faire plaisir à un enfant ou à une femme, à un homme, une petite fille qui rêve de ça, ça prend 1 minute. Dire non, ça prend 5 minutes. Et en plus, quand tu as 60 ans comme moi aujourd'hui, ou encore on vient de voir, j'étais encore à Rennes pour un tournoi de tennis et on vient de voir, on demande des autographes, c'est sympa quand même. Hein, je viens de Rennes. ouais, toi, Rennes, Donc, j'ai vu ce fameux tournoi. Mais de toute façon, tu vois tous les sportifs de cette nouvelle génération qui souvent avaient pour modèle les sportifs qui étaient en place 10 ans avant, tu vois. Donc c'est toujours Ouais. les cycles. Hein. Mais regarde, ça serait intéressant que tu fasses une jonction avec cette nouvelle génération par rapport aux voitures, par rapport aux véhicules, par rapport à la passion. C'est plus compliqué, tu sais, C'est de trouver. plus compliqué, hein. C'est carrément plus compliqué. Tu C'est vois pour ça que j'en ai pas trop. Hein. C'est parce que c'est plus Parce que la nouvelle génération, bon, ils vont être plus e-sport, oui. Bon, Gaël, mon fils, lui, il est e-sport de tout, mais pas bagnole. Pourtant, lui, il faudrait que tu l'aies. On s'est eu au téléphone un peu égal. Tu sais ce qu'il a, lui. Lui, Ouais, il a des vraies autos. Ouais. Il a des vraies autos, et puis la première auto qu'il a tunée. Parce que le tuning de Gaël, Ça, je savais pas, tu vois, pardon. Ça, avec je savais des ailes et trucs, deux fois, ah ouais, là, tu vas te marrer. Lui, c'est un bon client. C'est un bon client. Après, tu avais Arnaud Clément qui aimait bien, qui a eu des belles autos aussi, qui n'y est plus aujourd'hui. Je vais parler encore avec lui. Mais c'est difficile la nouvelle génération. À part, bien sûr, les pilotes automobiles. Tu as eu Sébastien Loeb, ils ont encore leur voiture. Moi, c'est le seul truc. Bon, nous, on pouvait garder la raquette, toi. Et encore, mon fils, à un moment, il en a vendu, ce salopard, sur les réseaux. Donc, je lui dis, elles sont où mes raquettes? Ah, bah, papa. Bravo. Donc, pas là, j'aurais dû les garder, mais bon, je suis comme ça. Mes parents ont gardé, ils ont fait un espèce de musée chez eux à la maison, que je récupérerai plus tard, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, faut pas regretter. En tout cas, un grand merci, Henri. Merci à toi, Et plaisir. Et à très bientôt. À bientôt, ciao. Et d'autographes.